personnellement aussi, parce que j'enseigne entre autres dans la haute école de doctorat de l'Église orthodoxe russe. Vous m'entendez là, hein? Oui, c'est mieux comme ça. C'est parfait. Et je ne suis pas du clergé, donc je suis un professeur, disons, civil, mais en même temps, j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes qui font ces études à cette haute école de doctorat de l'Église orthodoxe à Moscou. Et quand j'ai parlé au sujet de cette colloque, les collègues m'ont dit l'Europe sans christianisme, il faut peut-être poser les questions autrement. Est-ce que l'Europe peut exister sans homme? Parce que l'homme européen, pour nous, dans notre mentalité russe, c'est l'homme chrétien. C'est l'homme chrétien. Et l'Europe a pour l'instant, évidemment, c'est lié avec les confrontations qui existent entre la Russie et l'Occident en général, pas seulement l'Europe, je dis avec l'Occident. Et ça fait partie de cette image assez négativiste de l'Europe que les Russes ont pour l'instant. Et je répète, ça date à la crise ukrainienne qui a beaucoup aggravé ces relations. Mais en fait, c'est une vieille tradition dans la pensée russe. Vous connaissez certainement, au moins deux noms, les deux courants de la pensée russe de moitié du 19e siècle, qui étaient les slavophiles et les occidentalistes. Donc, deux grands courants qui déchiraient le monde, la haute société russe à l'époque. Mais la critique de l'Occident, de la part de la Russie, des slavophiles, ce n'était pas la critique, disons, méchante. C'était la critique qui était inspirée par la volonté de revenir aux vraies sources du christianisme, qui évidemment, dans la mentalité des Russes, excusez-moi de le dire, mais c'est lié à l'orthodoxie. Et on a déjà évoqué la rupture du monde chrétien qui s'est opérée finalement au XIVe siècle. Et la Russe qui a hérédité en quelque sorte cette tendance byzantine. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot byzantin en russe, il n'a pas de connotation critique et péjorative, que c'est souvent le cas. Voilà, la politique byzantine, par exemple, en langue russe, c'est le mot qui n'a pas du tout de cette connotation négative. Et voilà, je reviens au XIXe siècle, à la source du phénomène. C'était toujours motivé par l'idée d'aider à l'Europe de revenir à ses sources chrétiennes. Certains des intervenants dans la première partie de notre colloque ont évoqué les tendances autoritaires, voire totalitaires en Europe qui se font le jour. Ça m'a fait drôlement l'écho avec le penseur russe qui a d'ailleurs qui a manqué son prix Nobel dans les années 30, Nikolai Berdiaev. Si vous avez entendu le nom, qui a vécu, qui était un des passagers du fameux bateau des philosophes renvoyé de Russie en 1922 par Lénine, et qui s'est installé en France. Il est mort à Clamart, pas loin de Paris. Il a parlé, c'était les années 30, je crois, après quelques années de vivre en Allemagne d'abord et en France ensuite. Il a parlé du danger de retour de nouveau paganisme. C'est le mot, le paganisme. Le retour du paganisme. À l'époque, c'est passé inaperçu. Bon, je dis, il était proposé au prix Nobel de littérature, parce que c'est un philosophe qui a fait beaucoup d'écrits, mais une des dangers qu'il désignait pour l'Europe, un danger à venir, c'est le retour du nouveau paganisme. Malheureusement, nous, en Russie, on voit assez souvent, on voit la situation en Europe maintenant comme la confirmation des prophéties de Berdiaev. Je rappelle, c'est un peu exagéré parce que les débats idéologiques tels qu'ils existent maintenant, ils sont aggravés, ils sont
je dirais, aggravée même considérablement par la crise dans les relations politiques entre la Russie et l'Occident, à cause de l'Ukraine. Et encore, il faut revenir un peu en arrière, c'était en 2008 que Poutine a fait une déclaration qui était clairement le message à l'Europe occidentale et aux États-Unis, c'était le sommet de l'OTAN, que si vous touchez à l'Ukraine, vous dépassez la ligne rouge. Il a dit, il a appelé le chat un chat. Que si ça continue l'avancée de l'Europe continue vers l'Ukraine, ça risque de causer un problème, et ça a décidément causé un problème. Voilà, tel est un peu l'état d'esprit à Moscou. Parmi mes étudiants, les doctorants, il y a au moins 3 personnes qui font les dissertations, qui font comme thèse. Le premier qui concerne la critique de la situation de la famille en Europe occidentale, et y compris la justice juvénile. Donc c'est très critique, parce que l'Église orthodoxe aussi a clairement pris position négative sur ce développement dans cet aspect des choses, la famille, la structure de famille, donc la possibilité de mariage gay, etc. Et la justice juvénile qui est contraire à la tradition culturelle de la Russie. Deuxième dissertation concerne les activités du Conseil de l'Europe dans le domaine les plus sensibles, qui sont aussi les cibles de critique de l'Église orthodoxe, y compris certaines décisions de la Cour européenne qui portent sur la liberté de la religion ou qui sont traitées par l'Église orthodoxe comme une attente à la liberté de religion. Et troisième dissertation, ce serait un doctorat déjà. Il n'a ni plus ni moins comme titre, laissez-moi traduire, les dangers ou les risques de persécution des chrétiens en Europe. Ni plus ni moins. Bon, il y a les vraies thèses qui se profilent. J'ai demandé tout simplement que je ne peux pas être le curateur, le maître de thèse, directeur des thèses, parce que j'ai demandé le soutien d'un théologue qui doit le faire. Je ne peux pas faire ce travail à sa place. Mais c'est pour vous donner un peu le bémol de l'état d'esprit en Russie. En même temps, en répondant à l'appel de M. le comte Landlau, autant que je ne peux pas parler au nom de l'Église, mais parmi les orthodoxes, évidemment, on est complètement conscient, et cette tradition n'était pas perturbée malgré toutes les crises politiques, etc., que, à commencer par les slavophiles, on est là pour aider nos frères chrétiens en Europe. Je ne touche pas les sujets délicats des relations entre les églises, ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas compétent pour en juger, mais pour l'esprit des chrétiens, c'est clair. Pour moi, c'est cristallement clair que c'est la continuation de cette tendance lancée par les slavophiles, etc. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Les statistiques disent que les Russes composent 80% de la population du pays. Et parmi eux, on compte jusqu'à 90% des orthodoxes. En fait, les chiffres sont beaucoup plus modestes. Je veux dire, pour la pratique religieuse, cette pratique, je n'ose pas prononcer les chiffres parce qu'ils n'ont pas de confirmation du côté de l'Église, mais bon, ce n'est pas 90% qui sont les vrais pratiquants. Mais dans l'esprit, évidemment, qui reste comme je l'ai décrit. Voilà les valeurs européennes. Vous savez, la Russie a vécu des hauts et des bas dans cette histoire. À l'époque de Gorbatchev, d'ailleurs, notre maison commune européenne, j'étais à une conférence au mois de novembre, c'était à Mdimo, une conférence des sciences politiques, de l'association des sciences politiques,
et des pays, de fameux pays de BRICS qui ont été invités, participants aussi. Personne parmi les participants ne s'est pas rappelé, c'est moi qui a forcé un peu la porte en disant que, écoutez, aujourd'hui nous fêtons le 30e anniversaire de cette fameuse, comment ça s'appelait, le pacte de Paris à l'époque de Mitterrand qui a été signé. Gorbatchev, Mitterrand était là à l'époque, donc qui a justement nous a promis cette maison commune européenne. Personne ne se souvient même pas de cette politique, de cette idée. Excusez-moi de faire une petite illustration. Hier, le BBC a fait montrer un film un peu fantasiste sur la Troisième Guerre mondiale, évidemment, qui est partie de la Russie. Donc les Russes en Lettonie ont déclaré des persécutions du côté de pouvoir, et voilà, ça a enchaîné ni plus ni moins la guerre nucléaire, cellule de crise à Londres, à Washington, donc l'attaque militaire du côté de la Russie. Voilà, nous vivons dans cette ambiance, malheureusement, de deux côtés, je dirais, franchement, parce que du côté de l'Occident et du côté des Russes, il y a des exagérations, il y a des mauvaises utilisations des propagandas des plus bas imaginables. Voilà. Mais quand même, pour terminer, une note optimiste, je crois que bon, nous parlons, revenons au christianisme, quand nous avons du mal. Nous sommes en crise. Et plusieurs ont dit, Madame la députée qui a ouvert, elle parlait de crise économique et autres. Moi, je parle de crise anthropologique. Parce que nous sommes, ni plus ni moins, pas très loin de la manifestation de crise de système, crise systémique, et les risques qui sont majeurs, pas seulement les migrants, les risques écologiques et autres, mais c'est un autre sujet, mais à mon avis, c'est plus grave est la situation, plus on a de la chance de s'entendre, d'agir ensemble. Et je répète, cette bonne tradition qui a ses sources au XIXe siècle en Russie, ça me rend optimiste. D'ailleurs, déjà, pour moi, comme observateur étranger des relations entre l'Église orthodoxe et le Vatican, il y a quand même des sujets qui se profilent. Par exemple, le premier genre, c'était la défense, la protection des chrétiens de Moyen-Orient. Et là, c'était l'unanimité, et on croyait que, décidément, ça peut être un des sujets pratiques qu'on peut agir, où on peut agir ensemble. Et d'ailleurs, le patriarche russe, il s'est rendu à Damas l'année passée. Il était reçu par Assad, avant l'opération militaire de la Russie. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des sujets concrets, mais à mon avis, il reste aussi un vaste sujet qui est notre avenir européen. Et l'avenir européen, pour nous autres Russes, il ne peut être que chrétien. En Russie, de relations plutôt apaisées avec la communauté musulmane. Même si la Russie actuelle et le président Poutine assume l'héritage chrétien orthodoxe, en même temps, il a inauguré il n'y a pas très longtemps la plus grande mosquée du continent à Moscou. Donc il y a des choses qui sont en Occident, en Europe de l'Ouest, mises en avant dans le Caucase, mais il y a aussi cette dimension-là, dans certaines parties, d'une relation plutôt sous contrôle, si vous me permettez cette expression, avec les musulmans. Oui, c'est un grand sujet, mais deux mots seulement. Souvent on appelle la Russie tsariste ou la Russie soviétique, la Russie post-soviétique, on l'appelle la prison des peuples. Vous connaissez l'expression certainement. En fait, cette expression utilisée largement, la représentation de la Russie comme empire qui pèse sur les pauvres petits peuples de l'empire, ça provient c'est une thèse bolchevique.
Parce que la thèse russe à l'époque, dont les bolcheviks ont déformé complètement, ont renversé, c'était la Russie, c'est la famille des peuples. Donc la famille, c'est-à-dire tout ce qui est de plus bien imaginable par rapport à, et dans l'esprit évidemment chrétien orthodoxe. Donc les bolcheviks ont barré famille et mis à la place de la famille prison. Mais ceci dit, ce n'est pas un paradis sans nuance, évidemment, en Russie. Je m'occupais pendant quelques années avec les collègues du Conseil de l'Europe qui sont présents. On a fait tout un programme sur les minorités nationales en Russie. Nationale veut dire ethnique en français. Et je peux dire qu'il y a pas mal de sujets qui sont à élaborer. Et c'est ce qu'on appelle parmi les experts la mobilisation ethnique, c'était une réalité dans la Russie post-soviétique. Et donc la reprise de conscience nationale par plusieurs peuples de la Russie sont une évidence. D'ailleurs, Poutine a dit à un moment, au début de la crise ukrainienne, que ça reste le maillon que, je dis comme elle dit, l'ennemi, vous comprenez, qui est ciblé ici, peut toujours utiliser le facteur des relations interethniques comme un prétexte pour la déstabilisation interne, etc. etc. Mais en fait, c'est vrai que pour l'instant, 25 ans après la chute de l'Union soviétique, on n'a pas eu de conflit majeur entre les groupes ethniques et nationaux au sein de la Russie. Je peux faire toute une conférence sur ce sujet. En 2 mots, il y a plutôt une expérience globalement réussie des relations interethniques. C'est pourquoi d'ailleurs maintenant, la Russie, bon, ça apparaît une spéculation, mais la Russie propose ses services à l'Europe de l'Ouest pour gérer le problème des migrants en partie, en prenant l'expérience des relations russes. Mais évidemment, ça n'a pas de parallèle direct parce que la migration en Russie, ce n'est que l'histoire de 25 dernières années au sein du pays. Avant, c'était très, comment dit-on, settlement. Donc chaque groupe national ethnique était au sein à sa place. Donc le mouvement était assez limité. Maintenant, ça change. Et ça ramène certains problèmes. Bien que, je répète, là, globalement, c'est positif. Je vous remercie.